Le 12 février 1986, le traité franco-britannique décidant la construction du tunnel sous la Manche est signé à Canterbury. Puis le mois suivant, ce sera le contrat de concession. Engagement limité des États qui confie aux concessionnaires le soin de construire et d'exploiter le tunnel à ses risques et périls. Et l'oblige à présenter un projet de tunnel routier d'ici l'an 2000, ultime concession française à Margaret Thatcher. Qui sait quand est-ce qu'on va passer sous le chalet? Qui sait quand est-ce qu'on va creuser ce tunnel pour aller de l'Élysée à Buckingham? Il n'y aura qu'à suivre le macadam. Le 1er décembre 1990, pour la première fois, la continuité territoriale est rétablie entre l'Europe et son île principale. La galerie de service est ouverte. C'est une émotion intense, poignante, qui embrasse ces hommes aux cultures différentes, séparés depuis si longtemps. C'est la possibilité pour la première fois de traverser à pied sec ce bras de mer que la nature a forgé il y a quelques milliers d'années. Oui, Monsieur le Président, c'est très simple, c'est comme le petit pousset. On suit le tapis bleu, voilà. La plaque est là. Voilà. Le Président de la République la dévoile. On monte en garlon. Alors je pense que le chef de l'État ne va pas tarder à arriver. Rostard. Voilà. Alors, le Premier ministre et Madame Mitterrand attendent l'un et l'autre le chef de l'État. Le voilà. Voiture avec un petit drapeau, c'est lui. Le voilà. Une poignée de main. Le chef de l'État va donc emprunter. Il est avec M. Fournier, qui est le président directeur général de la SNCF, pour encore une journée. M. Fournier, en effet, a fait valoir ses droits à la retraite, mais a obtenu, et c'était bien naturel, de présider encore la SNCF pour ce jour tellement important. Le chef de l'État admire à juste titre l'architecture de Jacques-Ignace Hittorf, qui est l'architecte de la gare du Nord, et le magnifique travail de Jean-Marie Dutilleul et Étienne Tricot, qui ont reconstruit la gare à l'intérieur et qui lui ont donné cet aspect moderne. Alors le président dévoile une plaque pour l'inauguration de la gare. Il est certain que pour le président, qui est un grand amateur de train, qui appartient véritablement à la culture ferroviaire, cette inauguration du tunnel sous la Manche est une belle aventure et on peut imaginer qu'il se prête à cette inauguration avec une très grande satisfaction. Il y a une génération d'hommes qui ont la culture ferroviaire, qui considèrent que le chemin de fer est non seulement un moyen de locomotion magnifique, mais qui prête aussi à ce moyen de locomotion une dimension quasiment philosophique. Le train rapproche les hommes. Et François Mitterrand est issu de cette culture. Son père était d'ailleurs chef de gare. Et je pense qu'il éprouve un sentiment particulier chaque fois qu'il est confronté à ce genre de réalisation. Et à cet égard, pour un enfant qui se rendait en Angleterre pour apprendre l'anglais en traversant dans des circonstances qui étaient assez difficiles dans les années 30, l'idée de rejoindre l'Angleterre avec un train doit être tout à fait exaltante. Le président salue le préfet et monte. Vous constaterez que le président voyage en première.
exact. Hein. Oui. Monsieur Omega, vous venez de me rejoindre, vous êtes directeur général adjoint à la SNCF et on m'a dit que vous êtes l'homme, le spécialiste des trains à grande vitesse. Alors j'ai envie de vous poser une première question, tout à fait une question de Candide. Est-ce qu'on peut dire que les trains à grande vitesse ont sauvé l'idée ferroviaire pour le XXIe siècle? Frédéric Mitterrand, je dirais d'abord que, bonjour, Bonjour. je ne suis pas l'homme, je suis un des hommes et je tiens beaucoup à cette distinction. La deuxième chose que je dirais, c'est que bien sûr, aujourd'hui on voit Eurostar, mais voyez-vous, curieusement, à une époque on a souvent parlé d'une SNCF à 2 vitesses. Je couvre effectivement les projets TGV, ce qui me permet d'être à côté de vous aujourd'hui, mais je couvre aussi par exemple les transports de la vie quotidienne en Île-de-France et je couvre aussi la recherche avec des projets de transport, de marchandises, d'avenir. Donc je crois que là, ceci montre toute la palette d'avenir ferroviaire qui puisse exister, dont nous voyons bien évidemment une caractéristique particulièrement brillante aujourd'hui. Mais l'Eurostar, qu'est-ce qu'il a en plus? Qu'est-ce qu'il a d'autre? Ah, il a quelques particularités, l'Eurostar, c'est vrai. Et en particulier, cette particularité de franchir les frontières et donc de pouvoir s'adapter aux caractéristiques, tenez, de la Grande-Bretagne. Et vous savez en particulier qu'il faut que il roule à gauche dans le tunnel, au milieu du tunnel, si c'était que rouler à gauche. C'est ça? On peut aussi rouler à gauche en France et rouler à droite tout aussi bien, utiliser les voies dans les deux sens. Non, mais par exemple, il faut réussir à prendre le courant parce qu'on appelle le 3e rail. Vous savez que d'habitude, on prend le courant de traction à 6 mètres de hauteur par un pantographe, une caténaire. Là, il faut le prendre par un 3e rail. Les signalisations qui guident les trains, qui autorisent à faire telle ou telle vitesse, sont différentes d'un pays à l'autre. Donc, il a fallu résoudre toute une série de problèmes techniques extrêmement ardus. Et là, vous savez, il a fallu de belles équipes pour résoudre ces problèmes. Et de la gare du Nord, on pourra aller jusqu'à Édimbourg. Alors ça me fascine. Il va y avoir une ligne directe, il va y avoir un parcours direct, c'est prévu? Je crois que le grand avantage du train, c'est de pouvoir donc être sur ces voies nouvelles et ensuite prolonger, diffuser, j'allais dire s'immerger, mais ça y est, on est effectivement dans le tunnel sous la Manche, là sous la mer, de pouvoir effectivement aller en profondeur dans le réseau ferroviaire. On est en train de connecter actuellement un peu plus de 10 000 km de voies anglaises à 200 000 km de voies ferrées sur le continent. Nous nous retrouvons à Lille dans quelques instants puisque c'est l'inauguration de la gare. Voici le président qui est arrivé, qui est accueilli par Pierre Mauroy. Alors donc, inauguration de la gare spéciale de Lille. Et le président de la République accueille maintenant le Premier ministre belge, M. Guy Dehaene. Monsieur le Président de la République, Madame, Messieurs les Premiers ministres, Monsieur le Président de la Commission européenne, Messieurs les ministres, Monsieur le sénateur maire de Lille, Madame le Président du Conseil régional, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de vous accueillir au nom de la SNCF pour l'inauguration de cette gare de Lille-Europe où nous faisons halte avant de rejoindre le tunnel. Lille-Europe, c'est Lille au cœur de l'Europe. C'est une gare de conception nouvelle au service d'un grand projet européen. Il y a eu les gares du XIXe siècle qui ont profondément marqué de leur façade monumentale et de leurs grandes halles métalliques les villes de la révolution industrielle. Voici que s'affirme désormais à Lille-Europe comme à Chécy, Roissy, Satolas, une nouvelle génération de gares, celle de la société de communication du XXIe siècle. Lille-Europe, c'est l'alliance entre la ville et le passage, la lumière et la vitesse, la technique et la vie des hommes. Car ici, tout a été pensé, fait autour d'une même volonté, celle de l'échange et de la communication. Les réalisations que nous vous présentons aujourd'hui s'inscrivent dans cette perspective. C'est pour moi, au tout dernier jour de mon mandat, un grand honneur et un plaisir que d'avoir pu vous les présenter aujourd'hui. La construction du tunnel sous la Manche et des infrastructures ferroviaires à grande vitesse qui y sont liées, ainsi que l'a fort bien exposé Monsieur le Président de la CNCF, vont mettre
votre ville et votre région en relation avec toutes les grandes villes de l'Europe de l'Ouest dans des temps comparables à ceux du transport aérien. À l'heure du marché unique, c'est bien en termes de territoire européen qu'il nous faut désormais penser. Cela, vous l'avez compris ici, en avance sur le temps, puisque vous avez favorisé l'émergence avec les 4 régions du Kent, de la Wallonie, de la Flandre et de Bruxelles, première grande région européenne riche de ses 15 millions d'habitants. J'aurai l'occasion, au cours de cette journée, de célébrer les relations de la Grande-Bretagne et de la France, bien entendu. Je ne veux pas omettre cependant, en cet instant, de marquer à quel point le lien entre ces 2 pays préfigure avec les autres de l'ouest de l'Europe et plus tard encore quelques autres, un nouveau temps. Et c'est toujours un grand signe d'espoir que de se trouver là, à l'origine de ces temps. Merci. Le président là vient de signer, c'est le livre d'or, j'imagine. Oui, le livre d'or de la journée. Voici Monsieur Dehaene, Monsieur Balladur qui signe à son tour le livre d'or. Monsieur Delors maintenant, c'est le président de la commission. On y rajoute Monsieur Pierre Mauroy, maire de Lille. Maintenant Madame Blandin, présidente de la région Nord. Vous constaterez qu'aucun de ces importantes personnalités n'a signé avec une croix. Toute la délégation ayant dûment composté son billet peut remonter dans l'Eurostar qui va se diriger vers Calais. Ah ben voilà, ce sont des militaires, mais j'arrive pas très bien à déterminer. Oh, vraisemblablement 43e régiment d'infanterie de Lille. Hein, 43e régiment d'infanterie de Lille. Monsieur Mauroy, manifestement, n'a pas trouvé de siège. Il est debout. Et Monsieur Mauroy va voyager, je pense, pendant tout le voyage debout. Ça valait vraiment pas le coup de construire Lille, de faire une nouvelle gare pour voyager debout dans l'Eurostar. J'espère qu'on va lui trouver une place. Et voici, l'Eurostar a quitté Lille, il sera parmi nous dans quelques minutes. Et pour l'instant, nous retrouvons la reine à Waterloo. Alors, la reine a adopté, comme vous le remarquez, une tenue britannique, car l'ouverture du tunnel se traduit par l'arrivée du climat britannique dans la région de Calais. La reine inaugure une nouvelle gare, c'est-à-dire un Waterloo bis. Voici Monsieur John Major qui accompagne la reine. On a vu passer le prince Philippe. Et voici Madame Thatcher. Madame Thatcher qui a obtenu, à juste titre, de faire le voyage avec la reine. Et l'Eurostar démarre de la gare de Waterloo en direction du terminal de Folkestone et du terminal d'Eurotunnel, où la reine va venir prendre, en quelque sorte en autostop, le président de la République française. Tous les voyageurs sont invités à emprunter les bus situés sur le parking. Ici Calais-Fressin, ici Calais-Fressin.
C'est dans l'axe du tapis. Que nous ayons une vision. On n'aura pas d'image sinon. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Opposite. Voilà. Et là-bas. Voilà, stop. Stop. Encore un peu, encore un peu. Voilà, très bien. Merci. Par ici. Voilà. Quel beau ciseau. Ça, on va les coûter très cher. Et le plastique, vous gardez. Pour le moment, oui. Regardez bien ce train. Ce n'est pas un train comme les autres. Celui-ci va traverser la Manche, sous le tunnel. En moins de 24 heures, il va acheminer des voitures, de l'acier, des pièces détachées entre la France et l'Angleterre. Une première. Alors, Monsieur Poinceau, d'abord, félicitations. Vous appartenez à la SNCF. Félicitations pour la qualité du document qu'on vient de voir. On a d'ailleurs eu beaucoup de chance aujourd'hui, enfin beaucoup de chance où il y a beaucoup de félicitations à adresser, car les images de nos amis d'FR3 ou les images de nos amis anglais étaient fort belles. Et je dois dire que les images que viennent de nous fournir la SNCF sont magnifiques, magnifiquement éclairées et magnifiquement filmées. Merci. Alors, Monsieur Poinceau, est-ce que vous occupez du fret à la SNCF, est-ce que tous les trains de marchandises peuvent passer par le tunnel? Non, nous avons les mêmes limitations que celles qui ont été expliquées par M. Slibut il y a quelques instants, c'est-à-dire que les marchandises dangereuses, celles où en cas de difficulté, cela pourrait avoir des inconvénients pour l'ouvrage lui-même, pour le tunnel, seront bien sûr interdites et devront continuer à être acheminées par la voie maritime. Mais toutes les marchandises normales, si je peux dire, pourront circuler. Je crois que ce qui est important de voir à travers ce film, c'est qu'à côté des systèmes de navettes pour les voitures, pour les autocars, pour les camions, qui sont simplement côte à côte, terminal à terminal, les chemins de fer vont exploiter des services de très longue distance, des trains de marchandises sur 1000-1500 km, des distances comme par exemple Manchester-Milan, et nous offrons comme ça des services tout à fait nouveaux qui vont représenter 70 trains d'ici environ 3 ans, le temps d'avoir une montée en régime, et qui constituent une offre tout à fait nouvelle pour les grands industriels, les grands chargeurs européens. Ce que je peux dire peut-être, juste pour citer quelques ordres de grandeur, je pense que dans 3 ans, après la montée en régime, l'ensemble de ces trafics de trains de marchandises longue distance, pour l'ensemble des sociétés nationales de chemin de fer européens, va représenter un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 milliards de francs. Ça vous donne l'ordre de grandeur de ce que cela peut représenter. Et un trafic annuel qui enlève des routes environ 700 000 camions par an. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, de très nouveau. Et c'est un des éléments peut-être les moins connus, mais tout de même très significatifs de l'ouverture du tunnel. C'est également en matière de trains de marchandises une occasion fantastique d'ouvrir des nouveaux marchés par la possibilité de transporter sur 1000 ou 1500 km des marchandises en 24 heures ou en 36 heures sans rupture de charge depuis le centre ou le nord de la Grande-Bretagne jusque vers une large partie des grandes villes européennes. Voici l'arrivée des 2 Eurostars, c'est le moment fatidique. Le moment fatidique, les 2 Eurostars. Je vous redonne la parole tout de suite, mesdemoiselles. Voici l'arrivée des 2 Eurostars, l'un en provenance de Londres, l'autre en provenance de Paris via Lille. C'est une manœuvre extrêmement compliquée, qui n'en a pas l'air, qui va permettre à ces 2 Eurostars de s'arrêter l'un en face de l'autre à quelques centimètres. On peut vraiment dire maintenant que le tunnel sous la Manche est ouvert, puisque l'Eurostar de la Reine est venu à la rencontre de l'Eurostar du président de la République française. Voici le président de la République, accueilli par le préfet. Le président de la République va aller accueillir maintenant la reine d'Angleterre. Le président de la République va à la recherche, enfin va au-devant de la reine Elisabeth. Il est accompagné
de M. Bénard, le président d'Eurotunnel. Voici la reine Elisabeth et le prince Philippe, qui saluent monsieur et madame Mitterrand. Comme on le dit, mariage pluvieux, mariage heureux. Je ne suis pas absolument sûr qu'on va marier aujourd'hui le président de la République française et la reine d'Angleterre, mais en tout cas, on marie deux systèmes ferroviaires. Il pose là pour la photo, pour les photos, les multiples photos. Le protocole est extrêmement précis. La reine Elisabeth a inauguré à Waterloo une aile entière de la nouvelle gare. Le président de la République française a inauguré à la gare du Nord et à la gare de Lille des aménagements considérables. Mais en somme, ils ne savent pas encore très bien à quoi ressemble Eurotunnel. Même si la reine a déjà traversé une fois, mais pas dans une navette, dans un train Eurostar. L'un et l'autre, suivant la formule traditionnelle, écoutent les hymnes. Pour l'instant, c'est le président de la République française qui accorde l'hospitalité à la reine, qui est venu le chercher pour le ramener de l'autre côté. On coupe le ruban traditionnel. La reine se voit gratifiée d'un petit morceau de ruban par le président de la République, qui, lui, se voit rendre la monnaie de sa pièce, en quelque sorte, avec une pièce de monnaie que lui donne la reine d'Angleterre. Cette cérémonie souhaite bonne chance à Eurotunnel et l'on assiste au chargement d'une navette, une navette de fret. Et les invités se dirigent vers la tente où vont être échangées des allocutions. À gauche, la statue de Ludmila Tcherina, symbolisant l'Europe. Tout le monde est assis, bien sage. Monsieur Bénard ouvre le feu ensuite avec une allocution. Sur le terminal français du tunnel sous la Manche. Je Allocution parle devant au nom de tous ceux, hommes et femmes, qui depuis bientôt 9 ans ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et pour certains leur propre vie, pour réaliser un très vieux rêve. Vous leur en avez confié la mission. Vous avez voulu que les plus grands travaux et le système de transport public le plus complexe de notre siècle soient construits par la conjonction de l'efficacité de l'entreprise privée et de la volonté publique. Nous avons, mon collègue et partenaire et un peu complice, Alistair Morton et moi-même, rempli notre mandat dans un constant esprit d'amitié franco-britannique. Et c'est avec fierté que nous vous disons aujourd'hui, mission accomplie. Mission accomplie, on remarque dans le public le président Delors, Pierre Mauroy et Margaret Thatcher. J'éprouve en ce jour, et les Français, avec moi j'en suis sûr, un sentiment particulier d'émotion et de fierté à vous accueillir pour l'inauguration du tunnel sous la Manche. Plus de 2 siècles de rêves et de projets, d'initiatives échelonnées dans le temps, trouvent aujourd'hui leur aboutissement. Voilà bien la preuve que lorsque la Grande-Bretagne et la France s'accordent pour travailler ensemble et mettre en commun leurs immenses ressources matérielles et humaines, elles réalisent de grandes choses. Peut-être pourrions-nous nous en inspirer davantage. Au-delà de l'aspect primordial que revêt la liaison fixe transmanche pour l'approfondissement de nos relations bilatérales, je salue sa vocation européenne entre les deux dimensions et dans les deux dimensions politiques et économiques. La reine s'est exprimée ensuite en anglais, en français. Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de me réserver un tel accueil. Il m'a été donné de venir en France souvent, à titre officiel ou à titre privé, mais jamais dans pareilles circonstances. C'est la première fois dans l'histoire que les chefs d'État de France et de Grande-Bretagne se rencontrent sans avoir dû prendre le bateau ni l'avion. Les hommes d'État et les bâtisseurs ont rêvé pendant des siècles de réunir ce qu'avait séparé la nature, voilà 40 millions d'années. Monsieur le Président, le peuple français et le peuple britannique, aussi différents soient-ils d'une région à l'autre et d'une personne à l'autre, et en dépit de leur rivalité séculaire, se complètent bien, mieux sans doute qu'il n'y paraît à première vue. Chacun reconnaît et apprécie les mérites et qualités propres de l'autre. Au cours du siècle présent, au plus dur de l'épreuve, la conjugaison de l'élan français et du pragmatisme britannique a fait merveille. Le tunnel proclame cette vérité simple. Continuons aujourd'hui à faire cause commune pour le bénéfice de l'humanité tout entière. À l'issue des allocutions et du repas qui a été servi au chef d'État, François Mitterrand et la reine d'Angleterre sont donc montés dans la Rolls de la reine d'Angleterre de manière à gagner la navette qui allait ramener la reine vers Folkestone et permettre aux deux chefs d'État d'effectuer véritablement une traversée dans la navette. Déplacement majestueux vers les nacelles, suivi d'un embarquement extrêmement rapide à la manière de celui que connaîtront les futurs passagers d'Eurotunnel. La Rolls Royale s'avance donc vers la navette, suivie de la Citroën Maserati. Dans cette SM Citroën se trouvent le duc d'Édimbourg et Daniel Mitterrand. Derrière, dans des cars, les différents ministres et invités, en tout près de 200 personnes qui s'engagent dans la navette qui va traverser la Manche souterrainement. Et voici la navette qui se ferme. Surprise pour ceux qui ne connaissaient pas le fonctionnement des navettes, il y a beaucoup de place. Et d'ailleurs, la reine et le président vont en profiter pour sortir, en dehors de tout ce qui avait été prévu par le protocole, pour sortir de la Rolls et bavarder familièrement avec le personnel technique, avec les gens qui ont aidé à fabriquer les navettes, ainsi qu'avec les autres invités qui se trouvent répartis dans les wagons. On peut effectivement se déplacer à l'intérieur des wagons dans des conditions de confort parfaites. Et voici le moment où le président Mitterrand et la reine Elisabeth se retrouvent sous le tunnel, l'un et l'autre, pour une traversée qui durera 25 minutes sous la Manche, avec 5 minutes du côté français et 5 minutes du côté anglais à peu près. Bref, 35 minutes pour traverser pour l'ensemble. Et voici le moment de la sortie, où l'un et l'autre parviennent à Folkestone. Le président de la République française et la reine d'Angleterre ont emprunté ensemble le tunnel sous la Manche, qui est désormais, grâce à Eurotunnel, une réalité après 2 siècles de rêves et d'espoir. Voici donc l'arrivée à Folkestone, l'instant où la navette va déchirer
la banderole d'inauguration. Désormais, plus rien ne s'oppose à ce que la reine d'Angleterre et le président Mitterrand ne débarquent sur le quai de Folkestone. J'ai deux aides de camp qui sont embêtés avec mes... Oh bah c'est bien. C'était quoi les aides de camp? J'ai vu un général avec 2 étoiles. Tout à fait. Les femmes, je comprends même plus. Notre vitesse est actuellement de 160 km/h. Tout l'équipage vous souhaite une traversée agréable. Attention, allez, on va